Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Mohamed Zouak. Bonjour chères auditrices, chers auditeurs, fidèles au rendez-vous pour cette émission spéciale Marocain du Monde. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'islam de France et les valeurs républicaines. Un sujet d'actualité dans l'Hexagone et qui concerne bien évidemment nos compatriotes musulmans, notamment franco-marocains. L'année 2020 a été particulièrement tumultueuse, parfois même houleuse, avec les actes terroristes perpétrés par des personnes se réclamant de l'islam, une mise à l'index de l'islam de France, de mosquées, d'associations ou même de pratiques religieuses, et il y a eu aussi des actes islamophobes visant des sépultures ou des mosquées. De longs mois de débats au sein du Conseil français du culte musulman ont été nécessaires pour aboutir à la charte des principes de l'islam de France avec 10 articles. Cette charte a été approuvée et ratifiée par 6 fédérations sur un ensemble de 8. Elle a été présentée ce lundi 18 janvier à l'Élysée au président Emmanuel Macron. Et bien, pour nous en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Anouar Kbibesh. Bonjour, Si Kbibesh. Oui, bonjour à vous et à vous, tous vos auditeurs et auditrices. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle, vous êtes président du Rassemblement des musulmans de France, le RMF, et aussi ancien président du Conseil français du culte musulman. Alors, pourquoi d'abord cette charte ? D'où vient cette charte de l'islam de France ? Comme vous le savez, le président de la République, Emmanuel Macron, a eu un discours très fort dans la région parisienne, au Muro, le 2 octobre dernier, concernant justement la relation de la République avec l'ensemble des cultes et plus particulièrement le culte musulman. Et à cette occasion, il avait effectivement émis souhait qu'il y ait une mise en place de l'agrément ou de la certification des imams qui officient dans les mosquées de France. Il voulait confier ça au Conseil français du culte musulman. Il a indiqué effectivement qu'il souhaitait que cet agrément des imams se fasse dans les 6 mois. Et ceci a donné lieu à un projet de mise en place d'une nouvelle institution qui est le Conseil national des imams, le CNI. Et nous avons travaillé donc au niveau de l'ensemble des fédérations qui composent le Conseil français du culte musulman, qui sont au nombre de 9 et dont fait partie le Rassemblement des musulmans de France, bien sûr. Et nous avons travaillé sur les textes fondateurs du Conseil national des imams, qui aura pour mission à la fois l'agrément des imams, mais également leur accompagnement en termes de formation. Vous savez, il y a une formation à la fois sur le plan religieux, mais également sur le plan civil et civique, qui est faite naturellement dans les pays musulmans et notamment au Maroc, avec des instituts de formation qui existent. Mais malheureusement, en France, ce type de formation académique n'existe pas d'une manière satisfaisante et suffisante. Et nous devons accompagner nos imams à la fois sur la clarification de leur statut social, mais également en termes de formation initiale et de formation continue. Et donc le CNI, le Conseil national des imams, aura cette vocation à la fois agréer les imams, leur donner une habilitation pour qu'ils puissent exercer dans les mosquées de France, mais également les accompagner en termes de formation. Et quand nous avons présenté ce projet de Conseil national des imams au président de la République à l'Élysée le 18 novembre dernier, c'est là où est née l'idée de mettre en place une charte de valeurs républicaines sur lesquelles s'engagent les musulmans de France à travers leur fédération. Et comme vous l'avez rappelé, nous avons pris à peu près 2 mois pour arriver à finaliser cette charte et à obtenir un consensus de l'ensemble des fédérations. Et donc, le lundi dernier, le 18 janvier, nous avons pu ratifier et signer cette charte devant le président de la République et en présence du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin. Alors, on reviendra sur la formation des imams, c'est un sujet important évidemment, mais justement, ces débats au sein des différentes fédérations, alors vous avez parlé de 9 fédérations, j'avais dit 8, 9 fédérations, les débats ont parfois été houleux, il y a eu aussi des divergences, et encore d'ailleurs, il y a certaines fédérations qui n'ont toujours pas ratifié. Est-ce que c'est quelque chose qui va... Est-ce que c'est uniquement une question de temps, ou bien il y a de réelles divergences qui font que certaines fédérations, j'ai cru lire, je crois que la Fédération des musulmans de
plutôt rassemblant plutôt les Turcs ou les Français d'origine turque, sont plutôt réticents. Est-ce qu'il y a de vraies divergences et sur quel point portent ces divergences au sein de l'islam de France? Justement, cette charte des principes de l'islam de France touche ou traite un certain nombre de sujets très sensibles. Il est question justement de la compatibilité des valeurs de l'islam avec les valeurs et les principes et les lois de la République française. Il y a la question du refus ou du rejet de l'islam politique, entre guillemets. Encore faut-il définir et se mettre d'accord sur la définition de ce qu'on entend par l'islam politique. C'est l'article 6 de la charte. L'article 6, tout à fait. Il y a aussi le refus des ingérences étrangères d'un certain nombre de pays au sein de l'islam de France. Donc ce sont des sujets sensibles et qui ne sont pas simples à traiter. Donc je pense que les 9 fédérations se sont toutes mises d'accord sur les principes généraux. Après, c'est en termes de formulation qu'il y a eu un certain nombre de nuances ou de divergences sur la formulation de ce que c'est, par exemple, l'islam politique, parce qu'aujourd'hui, on ne trouve nulle part une définition exacte de l'islam politique. Faut-il donner des exemples pour l'illustrer? Donc c'est le genre de... Vous avez d'ailleurs donné des exemples, hein. On peut rentrer dans le détail. Vous avez donné des exemples. Hein. Alors je rappelle donc sur l'article 6 qui explicite pas de politique en islam et donc refus de l'islam politique. Et vous citez en légende le salafisme, en parlant du wahhabisme, le tablir, qui vient plutôt du sous-continent indien, on va dire, et les frères musulmans. Donc c'est très clair, les frères musulmans dont l'origine est en Égypte, donc pas de discours politique dans les mosquées et vous citez de manière relativement vague, là vous ne citez pas précisément, pas de discours venant d'États étrangers hostiles à la France. Vous précisez hostiles à la France. Là aussi, c'est pour ménager les susceptibilités, on ne rentre pas dans les détails, contrairement Non, justement, tout ça c'est pour illustrer les débats qu'il y a pu y avoir pour l'élaboration et la finalisation de cette charte. Et aujourd'hui, au-delà de la formulation des uns et des autres, nous avons eu une réunion dimanche très tard dans la nuit entre les différentes fédérations pour pouvoir ratifier ce texte et se mettre d'accord. Et justement, on s'est mis d'accord sur le fait qu'il fallait dépasser les formulations des uns et des autres et que l'essentiel, c'était de bien affirmer que les préceptes et les valeurs de l'islam sont totalement compatibles avec les valeurs et les principes de la République. Que nous faisons de la religion, nous ne faisons pas de la politique dans les mosquées de France. Et effectivement, l'islam de France, les musulmans de France souhaitent être autonomes dans la gestion de leur propre lieu de culte et qu'ils ne souhaitent pas d'ingérence étrangère à ce niveau-là. Ceci n'empêche pas de se faire aider par les pays d'origine ou par les pays musulmans, notamment au niveau des imams, au niveau de la formation, au niveau de la construction des mosquées, mais la gestion au jour le jour doit rester autonome et doit rester l'affaire des musulmans de France. Indépendante. Et donc ce sont sur ces nuances-là qu'il y a eu un débat. Alors il y a 5-6 fédérations qui ont totalement adhéré à la fois sur la forme et sur le fond. Et puis il y a 3 fédérations qui ont dit que sur le fond, ils étaient d'accord, mais sur la forme, il leur fallait un petit peu de temps pour soumettre ça à leurs différentes instances respectives. Et donc, nous leur avons donné encore quelques jours pour qu'ils confirment leur accord sur la signature de cette charte. De cette charte, mais ce texte est le texte définitif, j'allais dire, puisqu'il a déjà été présenté publiquement. Hein, j'ai pu le consulter sur le site du Conseil français du culte musulman. Donc, il est définitif? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que nous avons pris suffisamment de temps depuis 2 mois de peser ou sous-peser chaque mot et chaque virgule. On ne peut pas être unanimement d'accord sur tout. Mais nous sommes d'accord sur l'essentiel et à un moment donné, il faut y aller. Bien sûr. Alors, cette charte a été très bien accueillie, selon les mots du président, qui a commenté, qui a reçu donc les 9 fédérations, qui a commenté ce texte. C'est en bonne voie, c'est-à-dire qu'il y a, après une année houleuse, comme je le disais en introduction, en 2020, il y a eu une actualité très lourde, très chargée. C'est aussi une manière, avec cette réception à l'Élysée, avec cette charte, de réaffirmer les valeurs et peut-être de réconcilier les Français avec l'islam de France?
Oui, tout à fait. Je pense qu'il fallait envoyer un message positif pour rassurer l'ensemble de nos compatriotes sur les intentions et sur la volonté des Français de confession musulmane. Les musulmans de France n'aspirent qu'à vivre pleinement mais sereinement leur religion. Ils ne sont pas dans la provocation, ils ne sont pas dans l'invective. Ils ne veulent en aucun cas imposer leur point de vue ou leur rite à leurs compatriotes qui ne sont pas forcément musulmans ou parfois même croyants ou non-croyants. Donc nous sommes une composante essentielle de la communauté nationale et nous voulons contribuer en tant que citoyens au vivre ensemble et à l'essor de notre pays. Et comme vous le rappelez, après le discours des Mureaux du 2 octobre, il y a eu quand même un certain nombre d'actes de terrorisme qui ont secoué la France, notamment avec la décapitation de Samuel Paty, qui est ce professeur d'histoire géo qui a été décapité devant son collège. Et donc l'émotion a été très forte en France à partir de cet assassinat. Il y a eu une attaque également de la cathédrale de Nice avec 3 victimes qui ont été soit égorgées, soit abattues à cette occasion-là. Et ceci effectivement, a encore mis une pression encore plus grande parce que ces actes de terrorisme, qui sont à des années-lumière de la religion musulmane, sont malheureusement commis au nom de l'islam et des musulmans. Et donc, derrière, il fallait effectivement envoyer un signal très fort et positif pour rassurer nos compatriotes, rassurer les pouvoirs publics, que les musulmans de France font partie intégrante de la nation et qu'ils se considèrent français à part entière et non comme des Français entièrement à part. D'ailleurs, les mots du président français, il parle d'un acte fondateur dans la relation entre l'État et l'islam de France. Alors, vous avez souligné la présence du ministre de l'Intérieur, qui est aussi ministre des cultes en France, Gérald Darmanin, et ce ministre porte une loi qui fait débat aussi en France et notamment au sein de la communauté musulmane. C'est la loi, alors qui était qualifiée au départ et qu'on qualifie encore dans le langage courant de loi contre le séparatisme ou les séparatismes. N'est-ce pas une manière, votre charte, l'élaboration de cette charte de l'islam de France, est-ce que ce n'est pas une manière de répondre un petit peu à cette accusation de séparatisme qui vise très souvent plutôt les musulmans que les autres religions? Est-ce que c'est pas aussi une sorte de gage de conformité, j'allais dire, offert pour ne plus être pointé du doigt? Ça doit y contribuer, effectivement, parce que même le président de la République, dans son discours des Mureaux le 2 octobre, a dit clairement. Bon, c'était un discours justement contre les séparatismes, mais il a indiqué clairement que ce n'était en aucun cas un combat contre l'islam ou contre les musulmans de France, et que l'islam et les musulmans étaient les premières victimes du terrorisme à travers le monde, et notamment en France, parce que les attentats du Bataclan ou de Nice ont fauché également des citoyens de confession musulmane. Le terrorisme est aveugle, il ne fait aucune distinction, et à travers le monde, nous savons bien que les pays musulmans souffrent énormément des actes de terrorisme, notamment au Moyen et au Proche-Orient. Donc globalement, effectivement, ce n'est en aucun cas une loi contre l'islam et contre les musulmans, mais contre un certain nombre d'attitudes qui peuvent parfois venir de musulmans, qui se mettent un peu en rupture avec la société dans une démarche de type sectaire, entre guillemets, de certains groupuscules, notamment salafistes en France, qui prônent le repli sur soi, le fait d'essayer de vivre en petite communauté ou en petite société, en marge de la société avec un grand S d'une manière générale. Et aussi de développer des discours haineux, voire belliqueux, vis-à-vis soit de leurs co-religionnaires, qu'ils estiment être des mécréants, des apostats peut-être, mais aussi contre les gens d'autres religions ou athées n'ayant pas de religion. Justement, et cette lecture-là de l'islam, nous la rejetons. Moi-même, je suis d'origine marocaine et fier de l'être. Ce n'est pas l'islam que nous avons étudié, qui nous a été inculqué par nos parents, par nos imams, par la société au Maroc. Nous avons vécu et grandi dans un islam
ouvert, un islam de tolérance envers les autres religions. Et donc c'est cette ouverture et cette tolérance de l'islam que nous souhaitons développer et éviter justement ces attitudes entre guillemets séparatistes qui veulent mettre les musulmans à côté de la société ou en dehors de la société. Et donc cette loi effectivement comportait ce risque d'amalgame entre la lutte contre les séparatismes, qu'ils viennent des musulmans ou d'autres. Il y a également un séparatisme, le ministre de l'Intérieur lui-même en parle, un séparatisme suprémaciste, qui vient de groupuscules entre guillemets blancs qui se considèrent au-dessus des autres ethnies ou des autres origines. Il y a eu d'ailleurs une quinzaine d'attentats qui ont été évités venant de ces groupuscules en France. Donc c'est un projet de loi contre les séparatismes et en aucun cas contre l'islam et les musulmans de France. Et le fait que cette charte soit signée le jour même où ce projet de loi commençait à être débattu à partir de lundi dernier en commission à l'Assemblée nationale, était un signal fort pour dire les musulmans de France sont entièrement intégrés dans la République et en aucun cas ne favorisent ou ne soutiennent une démarche de séparatisme par rapport à leurs compatriotes. C'était effectivement important de le souligner et effectivement vous insistez sur le distinguo à faire entre les musulmans et les séparatistes ou voire même les terroristes qui souhaitent créer des tensions voire même des émeutes en France. Alors il y a l'article 3 justement qui prend ces distances avec, vous réaffirmez en fait cette distance avec ces groupuscules. L'article 3 parle de liberté. La liberté est garantie par le principe de laïcité qui permet à chaque citoyen de croire ou de ne pas croire, de pratiquer le culte de son choix et de changer de religion. Ainsi, les signataires s'engagent à ne pas criminaliser un renoncement à l'islam, ni à le qualifier d'apostasie, encore moins de stigmatiser ou d'appeler de manière directe ou indirecte à attenter à l'intégrité physique ou morale de celles ou de ceux qui renoncent à une religion. C'est un signal fort, c'est un message fort aussi pour l'ensemble de la communauté musulmane qui pourrait peut-être encore, même s'ils ne font pas partie de groupuscules liés à l'islam politique, qui peut-être estiment qu'un musulman n'a pas le droit de renier sa religion. Là aussi, c'est une affirmation en tout cas de ce qui vous distingue, peut-être d'une vision peut-être un peu, une vision différente en tout cas, ou une vision peut-être négative de la religion, de la foi. Nous ne faisons que rappeler les valeurs mêmes, les principes mêmes qui fondent la religion musulmane. Nous savons très bien que ce verset connu de tous qui dit « La ikraha fid-din », c'est-à-dire qu'il y a nulle contrainte en religion et Dieu ne nous a jamais demandé d'imposer un point de vue ou de religion aux autres. D'ailleurs, l'adhésion à la religion musulmane n'a de valeur que si elle est consentie, que si elle est, je dirais, décidée d'une manière libre et souveraine. Et donc, c'est ce principe fondateur que nous rappelons, en rappelant ce verset qui indique nulle contrainte dans la religion. Et donc, dans ce cadre-là, il y a effectivement... nous vivons en plus ici en France dans un pays laïque qui garantit la liberté de conscience, qui garantit la liberté de croire ou de ne pas croire, et qui garantit à ceux qui croient de pouvoir vivre leur religion et leur spiritualité. Et donc on est dans un système de liberté et il faut respecter la liberté des autres et également exercer sa propre liberté de faire son propre choix. Et les musulmans, dans ce cadre-là, s'ils souhaitent vivre pleinement leur religion, leur spiritualité en tant que musulmans et en tant que musulmanes, la laïcité française leur garantit cette liberté. Et donc c'est ce rappel-là que nous avons effectué. Alors il faut rappeler quand même qu'il n'y a pratiquement pas d'imam qui qualifie d'apostasie le fait qu'un tel ou un tel renonce à telle ou telle religion, et notamment à la religion musulmane. C'est de la responsabilité de chacun, c'est de la liberté de chacun, mais il fallait le rappeler pour pouvoir, je dirais, insister auprès de nos compatriotes, parce que ce texte, il a aussi une vertu pédagogique, à la fois vis-à-vis des musulmans, mais vis-à-vis également de l'ensemble de la société française, pour dire, voilà les vraies valeurs de l'islam, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de religion, et après, chacun prend ses responsabilités et exerce cette liberté
comme il l'entend, dans le respect de la liberté des autres, bien sûr. Alors, il y a plusieurs autres articles qui réaffirment effectivement cette adhésion aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Mais je voudrais insister sur un article, l'article 9. Alors, je cite, « Les dénonciations d'un prétendu racisme d'État, comme toutes les postures victimaires, relèvent de la diffamation. Elles nourrissent et exacerbent à la fois la haine anti-musulmane et la haine de la France. » Alors, cet article a attiré mon attention puisque dans l'article 6, vous parlez de séparation entre la politique et la religion. Et puis là, en fait, on pourrait dire il y a une prise de parti puisque vous estimez que ceux qui pourraient et ça fait partie peut-être des libertés, parler de racisme d'État ou peut-être pointer certaines lois qui seraient racistes, je ne sais quoi, en tout cas critiquer l'appareil législatif français qui fait partie du débat public, eh bien vous parlez de posture victimaire et qui relève de la diffamation. Est-ce que c'est pas justement une intrusion dans la politique de la part des fédérations musulmanes de France ? Signataire de cette charte. Là, on parle au nom de fédérations musulmanes et au nom de mosquées affiliées ou d'imams affiliés à des fédérations musulmanes. Donc le rôle des mosquées, le rôle des imams n'est pas de prendre parti au niveau politique. Et bien sûr, les musulmans, en tant que citoyens, chacun a la liberté de penser ce qu'il souhaite et de l'exprimer. Donc la liberté des citoyens reste entière. Mais en tant que religion, en tant que mosquée, en tant qu'imam, nous n'avons pas à nous immiscer dans des questions politiques. Et l'article 9 que vous citez, il s'attaque à une idée répandue par certains groupuscules qui disent en fait que la France pratique une politique d'islamophobie d'État et qu'elle est institutionnalisée dans toutes les administrations, les ministères, à travers les lois de la France. Et ceci est totalement faux. Et donc c'est pour ça que nous avons voulu témoigner en tant que musulmans de France. Nous sommes citoyens bien sûr et nous pouvons exprimer notre point de vue en tant que citoyens de manière totalement libre, mais en tant que citoyens de confession musulmane et gérant un certain nombre de mosquées et disposant d'un certain nombre d'imams, nous ne pouvons pas cautionner cette notion d'islamophobie d'État. Nous avons bien vu un peu toute la campagne dont a fait l'objet la France à travers le monde, avec des actes anti-français dans certaines rues de pays musulmans, etc. Et nous avons voulu témoigner du fait qu'en tant que Français de confession musulmane, nous vivons pleinement notre religion et nous ne souffrons pas d'une islamophobie d'État. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas des actes anti-musulmans, qu'il y a des mosquées qui sont attaquées, qu'il y a des femmes voilées qui sont agressées, qu'il y a des tombes de soldats musulmans ou des tombes de défunts musulmans qui sont profanés, mais ça provient d'individus ou de groupuscules identitaires d'extrême droite ou d'extrême gauche, qui sont bien connus, mais en aucun cas c'est un système d'islamophobie d'État ou de racisme d'État qui est érigé en loi ou en système administratif qui pénalise ou qui discrimine les citoyens français de confession musulmane. Alors, pour finir, dernière question je voudrais revenir au sujet de départ que vous avez évoqué dès le début d'émission, à savoir ce projet de Conseil national des imams, qui est un petit peu aussi à l'origine de cette charte, des chartes des principes et chartes des valeurs. Souvent, certains imams, mais on va dire les imams, parce que malheureusement certains imams vont porter préjudice à l'ensemble des imams de France. Malheureusement, dans le débat public français, on l'entend souvent, mais les imams sont pointés du doigt parce qu'ils ne maîtriseraient pas la langue, parce qu'ils ne maîtriseraient pas les principes de la République, la laïcité, des valeurs de République, seraient peut-être misogynes, etc. L'objectif de ce Conseil national des imams, c'est finalement de mettre à niveau un peu cette formation des imams, et puis peut-être une réappropriation aussi de la formation des imams. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux ? Est-ce qu'il y a des formations dans des universités ou des écoles spécialisées, ou est-ce que c'est seulement en projet encore à l'heure actuelle ? Alors justement, comme je l'ai dit au départ, le Conseil national des imams a vocation à habiliter, à agréer les imams suivant 3 catégories, les imams
des 5 prières, donc des prières quotidiennes. Il y a également un deuxième niveau qui sont les imams prédicateurs. C'est ceux qui font le prêche du vendredi. Et puis un troisième niveau d'imams qui sont les imams conférenciers. Et donc nous avons défini un peu les critères que doivent satisfaire chacune des 3 catégories d'imams. Mais au-delà de cette habilitation des imams, nous souhaitons travailler sur la formation des imams, comme j'ai dit, que ce soit la formation initiale ou la formation continue, et notamment sur la partie de la maîtrise de la langue française, de la maîtrise des institutions françaises, de la compréhension de la société française, qui est complexe, qui est une histoire très très riche et très très forte, que les imams doivent comprendre. Et donc nous souhaitons accompagner justement nos imams pour qu'ils puissent maîtriser tous ces outils, et notamment les outils des nouvelles techniques de communication à travers les réseaux sociaux et autres, pour pouvoir justement encadrer et orienter nos jeunes et les immuniser contre les risques d'instrumentalisation par des groupuscules terroristes. Et maintenant, vous me posez la question de l'état de la formation des imams en France. Moi, quand j'étais président du CFCM de 2015 à 2017, on avait procédé à un recensement. Il y avait à peu près 8 centres de formation ou instituts de formation des imams à travers toute la France, que ce soit en métropole ou dans les dom-toms, à La Réunion, notamment, par exemple. Un centre de formation. Et donc, ces 8 centres de formation, aujourd'hui, administrent une formation qui peut paraître parfois hétérogène d'un centre à l'autre. Nous avons décidé à l'époque de travailler sur un tronc commun, sur un cursus commun qui serait partagé par l'ensemble des instituts de formation. Comme ça, un imam qui sort de tel ou tel institut, on sait quel est le cursus de base qu'il a suivi et quelles sont les connaissances et les moyens de base qu'il doit maîtriser. Maintenant, malheureusement, cette formation administrée par ces 8 instituts n'est pas assez valorisée, n'est pas assez connue. Donc nous devons travailler sur le contenu, nous devons travailler sur la pédagogie et la communication pour les faire connaître, mais nous devons également travailler sur le statut de l'imam pour lui conférer un statut social avec une rémunération décente, parce que les imams ont également des familles, ils ont des enfants, ils ne peuvent pas être à la merci des fidèles, ils ne peuvent pas être rémunérés uniquement par le bon vouloir des fidèles ou des cotisations qui sont collectées soit à la prière du vendredi, soit au long de la semaine, mais ils doivent bénéficier d'un statut stable pour pouvoir justement susciter des vocations parmi les jeunes. Malheureusement, même les jeunes qui se forment dans ces 8 instituts de formation, parfois, par manque de rémunération suffisante, ils se convertissent entre guillemets en livreurs de pizza ou dans d'autres métiers, effectivement. Mais est-ce que, un peu annexes. Dans cette question de formation, est-ce que les partenariats bilatéraux, on sait que le Maroc, avec l'Académie de formation des imams à Rabat, est très apprécié de la part des ministres français qui ont eu l'occasion de visiter cette académie ou de venir au Maroc. Est-ce que cette collaboration devrait continuer dans ce sens ? Elle peut contribuer. Enfin, moi-même, en septembre 2016, j'étais président de CFCM, j'avais accompagné le président François Hollande dans une visite à Tanger, où il avait signé avec Sa Majesté le Roi Mohamed VI un accord de formation des imams à l'Institut Mohamed VI de Rabat. Donc cette formation, elle est très appréciée. Maintenant, elle n'est pas forcément acquise ou accessible à tous les imams en France, parce qu'il faut aller s'installer au Maroc pendant 3 ans, 4 ans. Donc nous souhaitons qu'il y ait une offre entre guillemets de formation ici en France, qui soit accessible au niveau national et d'une manière et qui assure une certaine proximité avec les mosquées, avec les imams, pour qu'ils puissent suivre ces formations-là, soit dans leur cursus initial, soit en formation continue pour les imams qui sont déjà en exercice. Donc ceci viendrait compléter le dispositif qui a déjà été imaginé avec l'Institut Mohamed VI, pour lequel un partenariat entre la France et le Maroc avait été signé en 2016. Merci beaucoup pour ces éclairages. Anouar Kouibèche, président du Rassemblement des musulmans de France et ancien président du CFC. Merci beaucoup d'avoir été notre invité.